Dans le podcast de cette semaine, on parle business dans le secteur ludique en compagnie de Anne-Solène Crène et Michel Dufrane. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission qui n'est pas si nouvelle puisque l'année dernière, au mois de décembre, on en avait déjà diffusé une sur le même format, la même idée, en compagnie de quelqu'un qu'on retrouve aujourd'hui, c'est Michel Dufrane. Salut Michel. Salut Paul Gara, salut à toutes, salut à tous, et oui, je suis encore là, tel le morpion. Oh, mais non, c'est parce que t'avais envie qu'on parle TVA aujourd'hui. Ah voilà, enfin, les vrais sujets vont être abordés. Voilà, j'allais dire des vrais sujets. Mais nous ne sommes pas que tous les deux parce qu'on a une nouvelle invitée qui n'a jamais encore venue dans le podcast. Une invitée que tu m'as recommandée, Michel, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie. C'est Anne-Solène Crène de la boutique Bouge ton Pion à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Salut Anne-Solène. Salut à tous les deux, merci de m'avoir invitée. L'idée, c'est de faire une émission qui va parler un peu business, un peu beaucoup. Et c'est vrai que Michel me disait, ce serait bien aussi qu'on ait quelqu'un qui tient une boutique ludique. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir ton expertise sur le marché, ce que toi, tu vois en magasin, ton expérience, pour parler de tous ces sujets un peu économiques, vente de jeux et puis évolution du secteur. Avec plaisir, comme ça j'aurai mon œil du terrain. Alors, on a déterminé quelques sujets dont on va discuter. Donc, on a déterminé de façon plutôt, j'ai fait un peu de façon autoritaire de ma part. Non, oui, on peut confirmer, je ne sais pas. Oui, mais ça nous convenait très bien. On te connaît, hein, Paul Gara, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, tu sais ce qu'on dit, hein, la démocratie, ok, mais la dictature, parfois, ça a du bon. Cette phrase ne sera pas coupée au montage. C'est la private joke de la private joke, dans cette phrase. Donc voilà, l'idée c'est de discuter un peu sur des éléments choisis par moi, de l'actualité, du business, du monde ludique au cours de l'année 2025. Et je pense qu'en préambule, ce qu'on peut se dire, c'est que il y a quand même un truc qui revient, c'est difficultés économiques, je trouve, dans les sujets ou dans les actualités qu'on a pu voir tout au long de l'année. Je ne sais pas si c'est votre ressenti ou pas, sans rentrer dans les sujets précis, mais est-ce que vous avez aussi ce même ressenti ? Nous, pour notre part, alors ça fait que c'est la 3e année qu'on est ouvert, mais en discutant avec d'autres boutiques qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, oui, on sent qu'il y a eu une période assez faste et que là, ça commence à être compliqué, que les boutiques ont du mal à en vivre, et pas que les boutiques d'ailleurs, hein, quand on en parle aussi avec certains éditeurs, on voit que c'est pas une ambiance, même si il y a quand même beaucoup de joueurs et des nouveaux joueurs qui arrivent, ça reste quand même pas on sent qu'il y a une petite peur sur l'avenir en tout cas. Mais je pense que tous les secteurs culturels sont sous tension pour l'instant, puisque, par exemple, c'est une année avec un album d'Astérix. Donc, traditionnellement, dans le milieu, on disait, quand il y a un Astérix, le marché de la BD va faire un plus 12, plus 15%. Cette année, apparemment, il a plus 1, plus 2. Or, le Astérix a très très bien fonctionné. C'est-à-dire que le reste du marché souffre un peu. Du côté du marché du livre, le marché du livre poche cartonne, mais quand on analyse bien, c'est parce qu'il y a une série qui écrase tout, c'est la fameuse Femme de ménage. Et je vous en déconseille la lecture, c'est vraiment très mauvais. Voilà. Est-ce que c'est ce qui vient d'être adapté en film pour ma culture personnelle Oui, ça va être adapté en film. J'ai vu une bande-annonce et ça avait pas l'air foufou, j'avoue. Non, mais... Ça n'est pas fou. Mais là, on parle de millions d'ex vendus. Bon, ce serait un autre sujet, un autre podcast consacré sur le phénomène de la femme de ménage et la façon dont le marché se structure autour de ça. Et je pense aussi qu'on est donc en 2025 et qu'on parle de marchés culturels qui ont connu de véritables explosions et croissances avec la période Covid, qui ont connu des années fastes juste après. On est resté sur la lancée. Lentement mais sûrement, l'érosion s'est marquée, mais on était toujours à des chiffres très très supérieurs à ceux de 2019. Et là, maintenant, crise internationale, Ukraine, États-Unis, taxes, machin, incertitude politique, que ce soit en Belgique ou en France, on sent que les marchés se rétractent un peu et que donc la chute est plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer par rapport à toute la croissance qu'on a eue précédemment. Et
je pense quand même que pour l'instant, alors j'avoue, là, j'arrête pas de dire je pense parce que tous les chiffres ne sont pas encore connus pour l'année, évidemment. Il faudra attendre février. Oui, parce en plus, on enregistre en décembre, on n'a pas encore tous les... Je pense qu'on est sur un marché qui reste quand même un marché bien supérieur à 2019, mais qui semble être un marché sensiblement en crise, puisqu'avec l'explosion de la période Covid et post-Covid, beaucoup de boîtes ont soit fantasmé des résultats, soit ont dû faire des investissements plus lourds pour tenir sur leur développement. Et aujourd'hui, ces investissements se payent. Ouais, mais en fait, c'est toujours, enfin, tu vois, pour parler de façon très générale, je n'arrive toujours pas à savoir si, enfin, ou même si j'en ai une petite idée, tout en n'étant pas du tout spécialiste du marché, j'ai pas fait d'études de marché particulières, mais on sait jamais si c'est parce que finalement on revient à un rythme normal et qu'on s'était habitué à un rythme post-Covid qui a été très très bon, et on en a parlé, hein, et on sait qu'il y a eu cet effet avec une croissance qui était très très forte. Et est-ce qu'on est revenu à un rythme normal ou est-ce qu'on est vraiment en recul ? Ça, c'est une vraie question en fait. J'ai quand même l'impression qu'on est revenu en fait à un trend normal, sauf que les événements post-Covid ont fait qu'il y a eu plus d'offres finalement, de maisons d'édition qui se sont montées, peut-être de boutiques qui se sont ouvertes, etc. En fait, on a le retour de bâton aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, avec des personnes qui, en lançant des activités, ont fait des investissements. Et que c'est beaucoup plus difficile puisque t'as pas forcément encore tout le retour de chiffre d'affaires ou que la concurrence est plus rude en réalité. Non, on voit bien qu'il y a beaucoup de boutiques. Non seulement il y a des boutiques de nouvelles boutiques qui se sont installées, mais il y a aussi des boutiques qui étaient là depuis longtemps et qui ont embauché des gens parce que justement il y avait plus de demandes. Et que ces boutiques-là, maintenant, se retrouvent à devoir licencier aussi parfois économiquement des salariés parce que, oui, pendant quelques années, ils avaient de quoi embaucher 2 ou 3 personnes de plus. Mais que là, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a un énorme recul, mais il y a quand même une petite baisse parce que, bon, faut le dire, ça reste du produit culturel et c'est pas un produit de première nécessité. Donc, bien entendu, c'est toujours agréable dans ces périodes de jouer, de s'amuser. Mais c'est pas le plus important quand on a du mal à boucler ses fins de mois. Donc on voit qu'il y a des gens qui viennent moins souvent ou qui achètent justement des plus petits jeux. Et ce qui fait que le panier moyen baissant, le chiffre d'affaires des boutiques peut être facilement en baisse. Et quand tu as des employés à payer, forcément ça pose problème. Qui sont des coûts fixes, voilà. Voilà, c'est ça. En fait, tes coûts fixes demeurent, mais tes recettes sont... ton chiffre d'affaires est moins élevé qu'à un moment, quoi. C'est ça. Donc en fait, c'est pas évident tu penses avoir trouvé un rythme en fait, il n'y a pas vraiment eu de rythme de croisière parce qu'il y a eu un pic après le Covid, et il n'y a pas eu vraiment de plateau où tu dis, allez, voilà, c'est le rythme de croisière, on a 2-3 employés, on pourra faire un peu plus, un peu moins les années d'après, mais ça sera pas grand chose. Là, par contre, s'il y a une baisse, effectivement, entre la baisse un petit peu des clients et la recrudescence des différentes boutiques, c'est vrai que le marché est un peu saturé, quoi. Le monde du jeu vit aussi ce que, de nouveau, vivent les autres marchés culturels. On peut regarder la série télé, le bouquin, la BD. Là, des études viennent de sortir dans le monde du livre, où traditionnellement, la réflexion était une réflexion qui se basait sur une règle qui s'appelait la règle 7-21, à savoir, je vais produire 7 livres déficitaires, 2 livres à l'équilibre et un succès qui va financer le reste. On estime aujourd'hui que la règle, c'est du 15-41, à savoir 15 livres déficitaires, 4 livres à l'équilibre et un succès qui va financer le reste. Et je pense que le monde du jeu connaît aussi ça, où il y a une nécessité par les structures en niche, par les différents canaux de vente, par ceci, par le changement de panier, comme l'évoquait Anso, où tu ne sais pas si tu dois produire plus pour occuper l'espace et trouver le fameux jeu qui va permettre de payer les autres et accepter donc plus de casse sur certains jeux, ou au contraire réduire la voilure en espérant sortir un banger. Et on voit que les deux stratégies cohabitent. Un éditeur va sortir un jeu par an et ce sera Flip 7. Et puis d'autres éditeurs vont au contraire alimenter tous les mois les news de sortie en se disant voilà,
15 jeux vont à la casse, Oui. 4 vont survivre et EA va tout payer. Oui, clairement, ça, c'est vrai qu'on le voit. Par exemple, Cocktail Games, qui sort beaucoup moins de jeux qu'à une époque, et c'est une volonté affirmée de Mathieu Despnous, en fait, de sortir moins de jeux et peut-être de prendre plus de temps sur ce qui sort. Et à côté de ça, on a des éditeurs qui sont connus pour avoir énormément de sorties. Je sais pas, par exemple, Yellow. Alors après, ils ont aussi les localisations, ce qui explique sûrement aussi la possibilité d'en sortir autant. Mais je sais pas, Yellow, Lucky Duck, j'ai l'impression qu'ils sortent des jeux en non-stop. En fait, on a à peine le temps de les digérer, ils sont déjà oubliés et ils ont déjà des nouvelles sorties. Et ce qui aussi veut dire que pour les équipes de com, c'est pas la même chose de travailler sur la com d'un ou deux jeux par an que de travailler sur 2-3 sorties par mois, quoi. En fait, c'est pas les mêmes ressources que tu mobilises aussi. Donc c'est un peu une course effrénée pour pouvoir après donner, comme on sait que les jeux sont souvent vite oubliés, c'est aussi difficile pour les équipes de suivre la com, et on sait que la com, ça a fait aussi beaucoup dans les ventes. Ah oui, nous, de toute façon, on le voit en boutique aussi, hein, les jeux de chez Libellud de Cocktail Games, comme tu le disais, il y a tout un travail derrière. Nous, on a beaucoup d'infos sur les jeux, on peut les tester en festival, même plusieurs festivals, que ce soit Cannes ou Vichy, avant leur sortie. Donc, tu as vraiment toutes les infos que tu peux prendre en compte pour savoir si tu fais rentrer le jeu. Et en général, tu as tellement d'infos, ils font des très bons jeux qu'il n'y a pas de raison que tu les fasses pas rentrer. Et franchement, ils se trompent rarement quand même. C'est des jeux qui fonctionnent bien en boutique, qui s'installent. Et à côté de ça, c'est vrai, tu vois, certains éditeurs qui malheureusement, ils sortent beaucoup de jeux et il y en a peut-être un qui sort du lot de temps en temps, mais comme il n'y a pas eu énormément de com, il y a des jeux qui sont bons quand même et qui passent à côté de leur public, parce que pareil, en boutique, t'as pas eu assez d'infos, donc tu l'as pas forcément mis assez en avant. Et puis t'as aussi parfois certains éditeurs qui vont les mettre en Black Friday à peine un an après, donc le jeu a pas eu le temps de s'installer en boutique non plus, donc et tu vois qu'il n'y a pas eu toute la com nécessaire pour que le jeu ait le temps de s'installer. En fait, on a l'impression que maintenant les jeux ils ont plus le temps de s'installer. Faut que ça fonctionne tout de suite, ou sinon on passe au suivant. Alors, on va rentrer dans le vif des sujets qu'on a identifiés. On va revenir très au début de l'année 2025, au mois de janvier. On va parler d'un post qui avait fait pas mal de remous sur les réseaux sociaux. C'était sur Facebook, un post de Super Meeple qui faisait je pense que c'était un bilan de leur année 2024 et un peu les perspectives 2025. C'est souvent ce qui est fait au mois de janvier. Et en gros, alors je vais c'était assez loin, je l'ai relu le post, mais on va un peu synthétiser. La grosse info qui en ressortait, c'était qu'ils allaient privilégier une vente directe via leur site de vente en ligne. On peut déjà acheter directement sur le site de Super Meeple. Et il y avait aussi l'idée qu'ils proposaient en fait maintenant aux boutiques d'acheter directement avec un système de précommande, si je me trompe pas. C'est ça. Sachant que Super Meeple, ils ont quand même une ligne éditoriale qui est sur du jeu, ce qu'on qualifie du jeu expert, donc des jeux pour lesquels tu en achètes selon ton type de clientèle, mais t'en achètes rarement des palettes entières dans une boutique. Et que quand tu dois, si je vais compris aussi les réactions, notamment des boutiques, tu nous en parlais plus, Anso, mais c'est que ça voulait dire qu'il fallait que vous fassiez un peu les précommandes en blind sur ce type de jeu, et que sinon vous ne seriez pas servi, si j'avais bien compris. Et il y avait d'ailleurs une réaction du GBL dont on parlera un petit peu après. Sachant que Super Meeple n'est pas le seul éditeur à vendre en direct sur son site. Enfin, Matago, ils ont un site aussi où on peut acheter en ligne directement auprès d'eux. On va partir de ce poste-là un peu pour voir cette tendance. Ça veut dire aussi que si Super Meeple va en direct, ils font l'économie du distributeur, j'imagine. Enfin, c'est aussi un des intérêts pour eux, c'est d'éliminer un intermédiaire dans la chaîne de valeur. Oui, bien sûr. Alors après, il y a eu plusieurs choses qui étaient un peu délicates dans leur post. Déjà, notamment, on l'a appris sur Facebook comme tout le monde, et les boutiques n'ont pas du tout été prévenues en amont. Et donc, on a découvert qu'effectivement, il fallait qu'on passe des précommandes sur des jeux dont on n'avait pas encore beaucoup d'infos, voire quasi aucune. Là, ça, les précommandes, à la rigueur, c'est pas très grave, parce que ça nous arrive d'en faire très régulièrement, de précommander pour que les éditeurs ou les distributeurs se rendent compte un petit peu des quantités et qu'ils évaluent un petit peu. Sauf que là, le problème, c'est que si on ne précommandait pas avant un certain temps, avant la date de sortie,
ça nous serait impossible d'en recommander par la suite. Oui, donc il y avait vraiment une forme d'ultimatum dans Complètement. dans le fait de choisir de précommander ou pas. Oui, et puis le plus, et ce qui était encore pire, je trouve, c'est que on doit se stocker et on doit, imaginer combien de ventes on va faire, parce qu'admettons, je prends un colis de 6 on va dire Galactic Cruise, qui faisait partie de ce système-là. Si jamais je vends mes 6 Galactic Cruise, je ne pourrai pas en reprendre. À moins qu'il y ait un reprint. Et ça, en fait, il faut comprendre que nous, on va bosser un jeu, on va le jouer, parce que ça, c'est un genre de jeu pour le vendre, faut l'avoir testé. Hein. Donc, non seulement on va ouvrir une boîte, donc c'est un certain coût, il va falloir du coup vendre des boîtes derrière pour ça, donc ça va nous prendre pas mal de temps pour bosser le jeu. Et donc, si on arrive à vendre nos boîtes et qu'on veut en reprendre, on ne pourra pas. Donc, il faudrait se stocker d'un certain nombre de jeux, sachant qu'on n'est jamais sûr et certain de ce qu'on va vendre, hein, ça c'est le jeu. Mais de ne pas pouvoir en reprendre avant qu'il y ait un reprint et devoir dire aux gens non, voilà, on vous en a parlé, vous l'avez aimé, vous voulez l'offrir à quelqu'un d'autre, mais on n'en a plus, allez commander sur Super Meeple en direct ou sur une autre boutique. C'est très particulier quand même. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu fais un investissement sur le jeu, parce que comme tu le dis, tu vas l'ouvrir, tu vas y jouer. Imaginons que tu arrives à bien le vendre. En réalité, après, quelque part, tout cet investissement, puisque tu ne pourras plus en avoir avant un certain temps, finalement, ça part pour la concurrence. Exactement. Ce qui n'est pas forcément... Toi, tu voudrais capitaliser sur l'investissement que tu as mis dans le jeu, finalement. Bien sûr. Quand tu pousses un jeu, que tu le fais découvrir à des gens et qu'ils reviennent en boutique parce qu'ils veulent le faire découvrir à quelqu'un d'autre et que tu n'en as plus et que tu n'as pas la possibilité de recommander, c'est... en fait, nous... on a envie de faire vivre le jeu, on a envie que les gens le connaissent, le poussent aussi de leur côté, le fassent découvrir. Et ne pas avoir la possibilité d'en reprendre et devoir se stocker sur des ventes hypothétiques et prendre ce risque-là, c'est nous, tu vois, Galactic Cruise, du coup, on n'en a pas pris. Parce que déjà, on n'a eu aucune préco. Habituellement, on en aurait pris quelques-uns, on aurait trouvé une façon d'y jouer et on l'aurait poussé, mais là, étant donné qu'on n'avait même pas de précommande, on va pas prendre autant de temps sur un jeu alors qu'on n'est pas sûr de pouvoir le revendre derrière. Toi, Michel, ton sentiment sur ce post et aussi sur la façon, tant sur le fond que sur la forme, en fait, la méthode de communication. Je pense qu'il y a 2 éléments en termes de communication. On touche à l'erreur de com. Je pense qu'annoncer la même chose, mais dans une relation B2B, en contactant directement, ou en tout cas indirectement, les ludicaires, en disant, voilà, on est dans tel contexte pour des raisons économiques, des raisons de trésorerie, on monte un partenariat avec vous, vous serez prioritaire là-dessus, parce qu'en dehors de ça, on peut pas se permettre, ou que sais-je, ça peut être compris. Le fait de voir popper cette info sur Facebook, alors je ne sais pas est-ce que certains ludicaires étaient informés? Est-ce que certains gros vendeurs de Super Meeple... Les réactions sur Facebook, je ne suis pas sûre. Voilà, mais... Oui, voilà, quand on voit la réaction du GBL, on n'a pas l'impression qu'ils étaient spécialement informés officiellement. Non, il y a le GBL, il y a le passe-temps aussi qui a réagi. Enfin, vous voyez que pourtant, c'est des personnes qui devraient être au courant et qui ne l'ont pas été. Oui, c'est la seule perception que j'ai. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des ratés de com, ça existe partout. Peut-être que certains auraient dû, n'ont pas été. Mais donc, en termes de com, oui, c'est étrange. Et en plus, communiquer via les réseaux, je trouve ça très étrange parce que c'est mettre le grand public dans le cambouis de ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. Or, s'il y a bien un truc que le grand public ne comprend pas, si ce n'est les auditeurs et auditrices du podcast de Paul Gara, c'est ce qui se passe en arrière-cuisine. Sur le fond, vu les profils de jeux que Super Meeple localise, je peux comprendre en tout cas dans cette période de tension du marché, d'essayer de se passer effectivement de la diffusion, parce que le nerf de la guerre, c'est ça, hein. Ceux qui souffrent, ce sont les extrémités de chaîne, et au centre, vous avez des monstres que sont Hachette, Asmodée, qui ont très bien compris comment faire tourner les trésoreries et qui, d'une certaine façon, ont la main mise sur ce qu'on verra en boutique. Et donc, oui, je peux comprendre leur envie de se dire, on va essayer quelque chose, on va essayer de la vente directe. Ça se fait dans le bouquin d'art, ça se fait dans certaines autres formes de domaine culturel, mais le tout était très maladroit et
vient se rajouter à ça tout ce que Anso a annoncé, à savoir, c'est très difficile de demander à une boutique de faire l'effort, tout en lui disant, ton effort sera peut-être vain, parce que si ça marche, tu ne pourras pas continuer à maintenir l'effort, à avoir un effet pile, à avoir un effet partenaire privilégié ou autre. C'est un peu, faisons du one-shot, assurons-nous de vider un tirage. Et ça, j'avoue que, oui, c'est un peu maladroit. Mais je pense quand même que c'est un truc qui va, en tout cas, ce sont des procédures qui vont se développer. Alors que ce sera peut-être pas avec les boutiques, ce sera peut-être avec des enseignes dites de GSS, grandes surfaces spécialisées type Cultura, Fnac ou autre, où il va y avoir des palettes dédiées. Une fois que c'est géré là, le reste du tirage, on sait pas où il sera. On voit déjà les pratiques Amazon et vente en ligne de certains éditeurs. Donc, quelque part, je me demande aussi si l'erreur de communication et l'erreur de manœuvre dans ce contexte-là partait pas un peu d'une bonne volonté en disant, voilà, on souffre de notre côté, vous souffrez du vôtre, on va faire un truc ensemble, sauf que ça n'a pas été amené comme ça. Ça n'a pas été amené comme ça. C'est amené à la fin d'un. Excuse-moi, ça a été amené à la fin d'un post en fait où ils expliquaient un petit peu comment étaient répartis les pourcentages d'un jeu, qui récupérait quoi, etc. Et c'est vrai qu'en lisant le post, en lisant vraiment rapidement et sans connaître vraiment les tenants et les aboutissants de chaque personne du monde du jeu, tu avais l'impression que vraiment les boutiques avaient une grosse part du gâteau. Et que c'était un peu à cause des boutiques qui n'avaient pas poussé certains jeux comme Kraftwagen, etc., qu'ils étaient un peu en difficulté. Et vraiment, pour en avoir parlé avec d'autres boutiques, on s'est senti... surtout qu'en plus, les jeux Super Meeple, on les aime vraiment beaucoup en boutique. Ils localisent ils font des très très bons jeux. On s'est senti un petit peu blessé de se dire... ouais, c'est ça. Ouais, et remis en question un peu gratuitement. Tout à fait, alors que comme si en plus notre travail était pas très utile et qu'au final on prenait trop de parts de gâteau pour le travail qu'on faisait sur le terrain, alors que je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent qui testent des jeux experts parce que ils viennent en boutique, qu'ils en discutent, que les ludicaires justement leur conseillent de passer d'essayer de franchir un cap s'ils en ont envie. Et je trouve que sans le terrain, en fait, ils vont vendre certainement à des gens qui connaissent déjà leur jeu, mais je pense qu'ils vont se fermer à une certaine partie d'un public qui ne connaît pas encore les jeux experts et qui ont peut-être un peu peur de ce genre de jeu. Et puis c'est pareil, ils avaient lancé des précommandes sur, je crois, une 300aine de boîtes avec des prix forcément concurrentiels. Donc nous, en fait, on peut pas prendre des risques en précommandant des jeux alors que il est précommandable chez eux à un prix beaucoup beaucoup plus intéressant. C'est très compliqué. Ouais, et en plus ils sont quand même, c'est vrai, sur on le disait, sur une éditoriale une typologie de jeu où les joueurs et joueuses intéressés font une vraie veille, donc en fait savent ce qui va sortir. Parfois même n'ont aucun problème à acheter les jeux en anglais si la localisation met du temps. Et donc en fait, j'ai envie de dire, leur noyau de clientèle pour ces jeux-là, ils savent quand le jeu va sortir, ils savent quand il faut précommander. Donc s'ils peuvent précommander pour moins cher sur leur site, voire précommander en anglais, avoir le jeu en anglais, ils n'hésiteront pas. Ils n'ont pas un réservoir de clientèle énorme qui va naître de façon spontanée, qui va apparaître spontanément. Ça va être plutôt des gens qui franchiront le pas. Et effectivement, tu le dis, c'est plutôt des gens qui vont être accompagnés dans cette démarche. Et c'est plutôt ce qu'on va trouver type de conseil qu'on imagine dans une boutique, en fait. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce que ça amènera peut-être moins de joueurs, de nouveaux joueurs en tout cas, à ce type de jeu. Et sur les réponses qui ont été faites ce soit par le GBL, vous parliez aussi du passe-temps. Moi, à titre perso, je les ai trouvés assez molles finalement. Alors peut-être le passe-temps était un peu plus. Je pense que c'était Simon qui répondait en direct, d'ailleurs. Je pense que c'était un peu plus péchu, mais j'ai trouvé la réponse du GBL assez molle, oui, pas très agressive, mais dans le bon sens du terme. Sur le sujet, en fait. Oui, parce qu'on avait envie qu'on soit défendu un petit peu et que notre voix soit portée. Moi, j'ai trouvé que la réponse de Simon était très bien, justement, parce que on comprenait qu'il était
que ça ne lui faisait pas plaisir, et il expliquait pourquoi, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que le GBL, on a senti forcément, il n'était pas pour, mais on aurait aimé effectivement un petit peu plus de hargne, de hargne. Oui, pour de combativité. Voilà, c'est le bon terme, de combativité, je pense. Exactement. Et toi, Michel, sur les réponses des boutiques que tu as pu lire. Pour le moment, j'ai quand même toujours un peu l'impression que le GBL tente de réinventer en permanence l'eau tiède. Qu'il n'ose pas se mettre en porte-à-faux face aux diffuseurs, qu'il n'ose pas se mettre en porte-à-faux face à un éditeur. Alors peut-être parce qu'ils ont plus de données que moi. Il y a peut-être eu des discussions en interne avec Super Meeple, et il suffit de parler de chiffres, et probablement il y a peut-être des éléments qui sont beaucoup plus clairs sur la stratégie de Super Meeple et qui peuvent être compris de façon plus claire par les représentants du GBL. Mais si on voit le GBL comme un groupement professionnel ou un syndicat d'une certaine façon, j'avoue que j'ai trouvé ça très mou, mais comme sur plein d'autres sujets. Donc, de nouveau, je ne sais pas ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Peut-être qu'officiellement, il y a eu un recommandé envoyé à Super Meeple avec des revendications très claires, et que les choses ont bougé sans que ça se sache. Ce que je peux déplorer dans cette affaire-ci, c'est que ça a été porté très rapidement sur les réseaux sociaux, qui est probablement pas le lieu de discussion d'un éditeur, de diffuseur, de boutique. Voilà, c'est le café du commerce, et c'est quand même très étonnant de part et d'autre. Donc il y a cette vente, donc quand on parlait avec ce poste, il y avait cette mise en fait ça a vraiment, je trouvais, exposé le cas de la vente directe par les éditeurs, mais on peut aussi parler de la vente hors des circuits spécialisés. Donc parce que voilà, on parle beaucoup, alors les GSS, je sais pas trop, c'est toujours un peu délicat de les classer en fait. Où sont-ils vraiment? J'ai un peu l'impression que finalement ils sont toujours un peu ils tirent parti de ça, de leur force d'être ni complètement spécialisés, ni trop généralistes. Mais on peut aussi parler des ventes sur des sites. On va parler d'Amazon, parce que c'est quand même, je pense, la plus grosse plateforme de vente en ligne. On le disait juste avant en préparant l'émission, quand on va sur Amazon, on peut voir les chiffres de vente. Alors, ils sont affichés dans les ventes du dernier mois, et c'est assez, c'est plutôt une fourchette. Mais si on allait, avant d'enregistrer, je suis allée sur Amazon, et notamment, ils nous annoncent Skyjo, plus de 20 000 exemplaires achetés le mois dernier, Speedback, plus de 30 000, Cracklist, plus de 10 000, Blanc Manger Coco, plus de 2 000, on a Trio, plus de 10 000, Flip 7, plus de 10 000. C'est des volumes qui paraissent énormes, et c'est pas forcément, alors hormis peut-être il y a des jeux où on s'en doute, et il y a des jeux qui ont eu même l'As d'or, Trio, mais sur Speedback, Cracklist, c'est pas forcément les jeux dont on parle le plus, nous, en tant que moi en tout cas en tant que joueuse, c'est pas les jeux dont on discute le plus dans les communautés de joueurs et joueuses, et on est sur des volumes qui paraissent assez élevés. Est-ce que toi, Anso, déjà, c'est des jeux aussi que tu vends beaucoup en boutique? Oui, le Skyjo, ça c'est indéniable. Après, on a été vraiment surpris effectivement de vendre, comme tu disais, les Speedback et les Cracklist. On a vu, alors le Speedback particulièrement, on a vu une énorme montée de... il y a eu beaucoup de gens qui sont venus en boutique nous le demander parce qu'ils avaient vu beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Et ces jeux-là font énormément de marketing et de pubs, que ce soit sur TikTok, sur Insta. Et on a eu un boom de ces jeux-là qu'on n'a pas au début. Speedback, on s'y attendait pas. Et c'est des jeux notamment ATM, ils sont très forts pour ça. Ils font énormément de com avec des influenceurs aussi, etc. Il y a beaucoup de pubs qui pop de partout. Des influenceurs, influenceuses qui sont pas forcément spécialisés jeux de société, j'imagine. De ce que j'ai vu, c'est quand même pas mal spécialisé jeux, mais ça va être vraiment des influenceurs qui ont un très très grand nombre de vues sur TikTok, par exemple, que moi je connaissais pas forcément, mais qui ont énormément de followers. Et on a vu, des pics comme ça de jeux, les Speedback, comme tu sais, les Cracklist. Là dernièrement, il y a Momo ou Pili Pili qui font un raz-de-marée en boutique. Nous, c'est pas forcément des jeux auxquels on aurait cru, même s'il y en a certains qui fonctionnent, mais en fait, c'est vraiment des jeux grand public, très très grand public. Et au final, nous, on reste un public niche. Nous, les joueurs qui suivons l'actualité des jeux, les sorties.
qui regardons des vidéos sur les sorties jeux de société, ça reste un public qu'on n'a pas énormément en magasin. Moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de joueurs comme nous à venir le vendredi, le jour de sortie, à chercher des jeux. Et en fait, non, la plupart des jeux des gens qui viennent en boutique, ça reste quand même des gens qui jouent de temps en temps en famille et qui voient voilà, sur leurs réseaux sociaux apparaître une pub, un jeu qui a l'air sympa, donc ils rentrent dans une boutique de jeux et ils jouent comme ça occasionnellement. Et c'est vraiment du grand public et effectivement ces jeux-là ont une belle vie en magasin et se vendent beaucoup, donc ça m'étonne pas finalement qu'ils soient dans le top Amazon, parce que nous ils rentrent dans notre top 20 des ventes alors que ce ne sont pas forcément des jeux qu'on pousse. Oui, t'as pas besoin spécialement pour le coup de t'investir énormément pour le... Non, ceux-là c'est vraiment pour savoir que tu vas le vendre, ouais. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment des gens qui viennent et qui demandent ce genre de jeu. Et alors après, si, il y en a certains, bien sûr, parce qu'on sait que ça fonctionne bien avec des gens qui sont pas forcément très joueurs et qui veulent un petit jeu facile à jouer, rapide, etc. Mais sinon, c'est des jeux qu'on n'a même pas forcément besoin de pousser. Et sur les volumes qu'annonce Amazon, ça vous paraît très élevé, ou parce que Amazon, après on peut dire il y a la Fnac, il y a Cultura, enfin donc on imagine plus les boutiques, ça fait sur un speedback à plus de 30 000 déjà sur Amazon, ça veut dire que le montant cumulé de toutes les ventes doit être vraiment vraiment super élevé, quoi. J'aurais dit que c'était un gros volume, mais à ce point-là, surtout comme tu dis, il n'y a pas que Amazon, et là il y a toutes les autres GSS et les autres boutiques SP qui doivent en vendre quand même par palette, donc ça me paraît vraiment très 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 gros comme chiffre. Ouais, la question que je me pose, c'est quels sont les chiffres réels d'Amazon ? Parce que ça, de nouveau, c'est de la communication. Ils signalent vente dans le mois, mais sur la simple plateforme Amazon France ou Amazon Monde, ou voilà. Alors apparemment, c'est quand même divisé, puisque si je vais sur Speedback, moi on m'annonce sur l'Amazon Belgique, on m'annonce 3000 ventes dans le mois. L'autre notion, c'est qu'est-ce que la notion de mois pour Amazon ? Est-ce que c'est mois glissant ou mois calendrier ? Donc, est-ce qu'on est sur des ventes de novembre ou sur du 16 au 16 ? Oui, du 16 au 16, voilà. Je suis d'accord avec toi que la donnée, elle est pas précise et il faut la prendre vraiment que à titre indicatif, parce que voilà, on n'a pas une donnée qui est super précise, ni sur le montant d'ailleurs, ni sur la période concernée, quoi. Et donc, si c'est du 16 au 16, on est déjà dans le mois de décembre, mois des cadeaux. Donc tu peux peut-être avoir des effets un peu particuliers. Du Black Friday, enfin. Voilà, oui, plus le Black Friday, voilà. Qui déchaîne les portefeuilles. Or, ce sont vraiment des plateformes de vente qui sont très très efficaces durant les périodes type Black Friday, cadeaux de Noël et compagnie, ou cadeaux de Saint-Nicolas en Belgique. Et donc, il suffit que ces jeux apparaissent dans leur mailing list et autres. On pourrait comprendre aussi des volumes très très élevés pour l'occasion, mais voilà, j'ai un doute. L'autre question que je me pose, c'est que comme là, c'est une discussion de centrale d'achat à centrale d'achat, globalement. Est-ce qu'il n'y a pas de l'achat d'espace, de position, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans de la com ? Pour en avoir discuté avec quelqu'un qui connaissait un peu la façon de faire, par exemple, de fonctionner d'un Cultura. Moi, j'avais compris, par exemple, que Cultura, ils ont une centrale d'achat et effectivement, ils commandent les jeux commandent jamais moins de 3000 unités d'un jeu, quoi. Alors, en plus, avec tout l'avantage, c'est que c'est la centrale d'achat qui est livrée. Donc, pour le distributeur qui vient livrer les jeux, c'est un seul, en gros, c'est une livraison, par palette, et ensuite c'est réaffecté. Donc je dirais que c'est là aussi où on voit qu'on est sur des volumes de vente qui sont, des nombres en volume, c'est très élevé, quoi. Oui, mais d'où ma question. Par exemple, dans le monde du livre, les gens confondent toujours tirage, mise en place, vente réelle. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un petit jeu de la part d'Amazon ? Parce que quand on regarde bien, les chiffres sont souvent des multiples de 3000. Est-ce que c'est pas Amazon a commandé 10 palettes de 3000 et donc ils sont à 30 000 ex dispo dans le mois entre guillemets, mais qui ne sont absolument pas des ventes, mais des ventes projetées parce que en disant que voilà, ce jeu est en première position, ça va attirer les gens.
C'est le grand classique où vous arrivez sur une nouveauté et il crée l'envie, quoi. Voilà, il reste un exemplaire seulement. C'est maintenant ou jamais que tu dois cliquer. Voilà, on connaît. Enfin, toutes ces techniques existent. Elles sont plus ou moins régulées, mais moins que plus. Donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir la configuration et le profil de jeu qui sont présents entre Speedback, Mouton, Pili, Cracklist et Hitster, en tout cas en Belgique, qui est très très présent aussi. Skijo, bon, voilà, on est sur des profils de jeu, comme le disait Anso, qui ont eu beaucoup de com sur les réseaux influenceurs et principalement TikTok. Et puis, ce sont des jeux à moins de 20 balles, enfin traditionnellement 15-16 francs. Enfin, 15-16 francs, puisque je viens avec des francs. 15-16 euros, voire un peu moins. Même chose quand on voit les jouets mis en avant, sont quand même des jouets qui sont sur des prix relativement bas par rapport à ce que pourrait être le prix du jouet, ou alors hyper haut, typique du Lego Star Wars, ce genre de choses. Mais parce que là, je pense qu'on sait qu'on tape sur une clientèle qui n'hésite pas... Voilà. qui n'hésite pas à investir, enfin à mettre plus d'argent pour ce type pour ces produits-là, quoi. On va continuer sur les sujets, parce que je pense qu'on a fait le tour. Hein. On voit bien qu'en fait, on a quand même, voilà, si on voulait conclure, je pense qu'on voit bien on va avoir des méthodes de vente. On a des méthodes de vente qui sont en train d'évoluer et des méthodes, de distribution des jeux qui évoluent également. Un autre sujet dont on va parler, c'est l'année dernière, Michel, si tu t'en souviens, on avait parlé du Kickstarter d'Altered, qui avait été réalisé en début 2024. De mémoire, il avait été lancé le 31 janvier 2024. L'année dernière, quand on avait fait le bilan, on avait dit que c'était quand même un financement qui avait plutôt bien fonctionné. On s'était interrogé aussi sur la répartition géographique des backers, et on avait trouvé d'ailleurs l'info après l'enregistrement, mais on l'avait mis dans le billet. Et là, on peut refaire un peu un nouveau bilan, parce que là aussi, on a eu des annonces particulières qui ont été faites par Equinox, qui est l'éditeur de Altered. Alors, j'avoue que j'ai moins suivi les dernières annonces, donc je vais vous laisser en parler, et notamment parce qu'il y a tout un volet aussi destiné aux boutiques dans leur communication et dans les changements à venir. Anso, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, Altered, en fait, on a appris là que pour le prochain set, alors au début, ce n'était pas sûr que le prochain set sorte, c'est pour ça qu'ils ont refait un financement. Nous, ça a été un peu obscur, hein, je t'avoue. On a reçu, comme tout le temps avec Altered, on reçoit les informations au compte-gouttes et malheureusement souvent après les joueurs. Donc c'est très compliqué aussi niveau com pour les boutiques. Mais voilà, donc là visiblement le set va sortir parce qu'ils ont eu suffisamment de backers et suffisamment de fonds. Mais c'était incertain, et nous, la communauté de joueurs, on a dû les rassurer. Il y en a certains qui ont quitté le jeu parce que en plus il y a eu d'autres TCG qui sont sortis là, notamment Riftbound, qui a donné très très envie à certains joueurs. Donc c'est compliqué en tant que boutique parce qu'on n'a pas toutes les infos, on peut pas non plus trop en parler aux joueurs parce qu'on peut pas s'avancer, leur dire si vous inquiétez pas, vous pouvez passer des précos chez nous, c'est sûr que vous aurez ce qu'il faut, parce qu'on savait pas si ça allait être si le set allait sortir. Donc en tant que boutique, c'est pas évident, surtout quand on a une communauté qui est active et qui vient chez nous toutes les semaines depuis plus d'1 an. Mais ça laisse pas présager des choses très positives pour l'avenir. On sent que ok, là ce set là il va sortir, mais dans 3-4 mois qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il va encore besoin de faire un financement participatif? Est-ce qu'ils auront eu suffisamment de ventes pour qu'ils aient repris suffisamment de poil de la bête pour que ça fonctionne bien? C'est très délicat, et nous on n'a pas d'infos. On n'a vraiment pas d'infos, mis à part que pareil, ils ont fait de la vente, tu vois, en direct avec des pledges qui étaient très très compétitifs. Alors c'est ça qui est aussi problématique en tant que boutique, c'est que ils ont fait des pledges. Alors c'était des pledges assez élevés, hein, dans les 2 000 €, mais maintenant, comme les gens se connaissent et jouent en communauté, ils peuvent prendre des pledges comme ça intéressants à nombreux pour avoir quelques displays chacun. Et nous, si on veut être compétitif par rapport à ces pledges-là, en fait, notre marge, elle est extrêmement réduite, elle est minimaliste. Et donc les boutiques, pareil, on
on s'est rendu compte en regardant les pledges, parce qu'on n'a pas eu ces infos. Nous, au début, on a reçu des mails en nous disant, vous inquiétez pas, on va changer notre mode de fonctionnement, on sera plus chez Asmodée, on sera plus distribué par Asmodée, mais vous aurez des meilleures marges. Et en fait, c'est complètement faux. Donc, il faut comprendre que les boutiques ont pas forcément envie de continuer à faire vivre le jeu, parce que Altered, c'est pas un jeu qui se collectionne. Il n'y a pas de collection d'Altered, c'est vraiment un jeu qui se vit, qui se joue, et la communauté en boutique, elle est importante. Et donc, ça demande du temps et de l'investissement en temps pour les boutiques. Et de voir que cet investissement en temps, il n'est pas du tout sûr d'aboutir à quoi que ce soit, et c'est compliqué, et on n'a pas forcément envie de continuer à pousser le jeu, quoi. C'est ça. D'un côté, on a notre communauté qu'on a envie de satisfaire, parce qu'ils ont quand même envie de continuer à jouer, mais d'un autre, si on a une marge qui est ridicule, vraiment, vraiment très ridicule, parce que si on veut être assez compétitif par rapport au pledge que propose Equinox, est-ce que ça reste intéressant pour nous d'avoir ce TCG en boutique? Les TCG, c'est vraiment très compliqué, je trouve. Ouais. On en parlait avec quand j'avais interviewé Cédric de Golden Meeple. Il disait que c'est une communauté très particulière. Il faut quand même beaucoup d'investissement pour être capable de parler avec les joueurs et joueuses de TCG. Enfin, oui. Ils voient tout de suite si tu connais rien ou pas. Voilà, et c'est pas le même type de public en fait, et ils ont pas les mêmes attentes quand ils viennent en boutique en réalité. Non, nous on a l'avantage. Enfin, moi j'ai l'avantage que Pierre s'en occupe beaucoup et joue beaucoup. Il connaît le TCG, il joue beaucoup, et même parfois il fait des tournois avec les clients, et c'est important parce qu'effectivement, quand il te parle d'une méta, d'un certain deck, etc., il faut que tu puisses leur conseiller d'acheter telle ou telle série. Enfin, il faut que tu connaisses ton jeu. Et donc, ça demande de l'investissement effectivement en temps. Et donc, tu prends des risques, tu te stockes sur certains sets. Et là, c'était pareil, tu vois, c'était problématique parce que, en fait, Equinox a mis en vente d'anciens sets pas chers, parce que je pense qu'ils avaient un surplus de stock. Et donc, les displays, tu pouvais les acheter pour 45 ou 50 euros. Enfin, en tout cas, les displays, tu pouvais les acheter le prix où nous, on les avait achetés. Donc, c'est-à-dire que nous, le stock qui nous reste, parce qu'on a fait un stock, parce qu'on croyait au jeu, maintenant, si on veut le vendre au même prix, on les vend sans marge. Voilà. Donc, c'est pareil, t'as envie de dire, je comprends qu'ils aient des difficultés financières, mais il faut comprendre que les boutiques aussi, au bout d'un moment, vont peut-être arrêter de suivre, de suivre Altered, voilà, sachant que on va peut-être prendre des risques pour qu'ensuite les displays soient disponibles moins cher, et que nous, notre stock, on en fait quoi? Parce qu'autant un jeu, qui a un peu de mal à se vendre, ok, c'est un stock, mais le jeu, il va pas être dévalué complètement. Les TCG, quand ça ne se vend plus, c'est vraiment un stock mort. Oui, tu n'en feras plus rien, quoi. Et toi, Michel, on en parlait aussi l'année dernière, hein, on parlait de toute cette frénésie du TCG, de Lorcana, Magic qui est toujours là, de Lorcana, Star Wars, Altered. Avec un an de recul maintenant, quel est ton sentiment sur tous ces TCG? Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a qui sont en bout de... Enfin, on se disait, au bout d'un moment, il y en a qui vont peut-être finir par disparaître ou s'essouffler. Apparemment, théoriquement, la vie d'un TCG, c'est 3 ans. Sauf si tu sors ton épingle du jeu. Dans le cas d'Altered, je me permettrai une petite métaphore footballistique. J'ai quand même l'impression que c'est un club de division 1 belge de foot qui va jouer en Champions League. Donc oui, c'est sympa, on a envie de soutenir, il y a de l'engouement local. Et puis après, vous affrontez le Bayern, le PSG, l'Inter de Milan ou le Real, et vous vous rendez compte que vous boxez pas du tout dans la même catégorie. Ça peut le faire sur un match, mais voilà, pas sûr. Il y a un petit moment où ça le fait, il y a une variable sympathie, mais après, face soit aux ancêtres Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, qui sont des marchés établis et qui tiennent et qui font tout pour continuer à vivre, ou alors à des IP très fortes. Enfin, je veux dire, Lorcana, ça reste Disney, Star Wars, même si je suis pas convaincu que ce soit le TCG qui marche le mieux, ça reste Star Wars. Il y a One Piece qui débarque, il y a LOL qui débarque. Enfin, ce sont des IP fortes, donc c'est-à-dire que vous allez trouver des joueurs qui sont et des joueurs de TCG, mais aussi des fans de la marque. Enfin, et voilà, et Altered a tenté plein de trucs en disant c'est un TCG, mais pour les joueurs de jeux de plateau, comme le signalait
Anso, c'est un TCG mais qui se collectionne pas vraiment parce que comme il y a plein de cartes uniques qu'on peut les imprimer. Enfin, donc c'était une expérience qui, à mon avis, est une parenthèse intéressante, une parenthèse à partir de laquelle un ensemble de leçons peuvent être tirées. J'ai un peu l'impression de ce que j'entends, mais de nouveau sans être dans la cuisine et sans voir de chiffres, qu'on est un peu dans un phénomène qu'on évoquait précédemment avec Super Meeple, à savoir on a regardé sa propre problématique, on apporte des solutions qui correspondent à notre problématique, mais on oublie que le marché a une structuration sur le temps long qui peut être différente, que le marché nécessite certains aménagements pour nous soutenir, enfin ce genre de choses. Voilà, et puis on évoquait aussi en début de podcast l'incertitude du marché, hein, la peur, la consommation différente. Et s'il y a bien un truc qui tue un TCG, c'est l'incertitude. Qui est rassurant dans Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! C'est la stabilité, hein. Voilà, il continue à vivre. Et si je rate un set pour une raison X ou Y, il y en aura un suivant, et les règles seront adaptées, les métas seront adaptées, et je serai toujours là-dedans. Ou alors... Et l'investissement que je mets dans le jeu, il est pas à fond perdu, quoi. Il est pas perdu, voilà. Ou alors, et là j'avoue que je connais pas trop l'interne non plus de toute la mécanique qui a été mise en place pour un jeu comme Flesh and Blood, qui d'entrée de jeu s'est positionné comme un jeu entre guillemets expert pour joueurs experts, avec des attentes très précises sur le TCG, avec une communauté très solide, un jeu organisé très solide. Voilà, mais qui reste quand même un TCG. Donc oui, il y a des cartes à collectionner, oui, il y a des métas, oui, il y a des tournois, oui, il y a des combos et tout. J'ai trouvé peut-être un peu absent dans le monde d'Altred. Bah, oui, tout à fait. Voilà, hormis l'engouement et la sympathie qu'on peut avoir. Mais en fait, ce que je retiens aussi de ce que tu disais, Anso, c'est peut-être aussi des communications qui sont pas encore bien au top. Enfin, finalement, si tu reprends ce qu'on disait juste avant sur Super Meeple, et là, je comprends qu'il y a aussi un problème de capacité à bien communiquer et surtout de bien choisir le séquencement de sa communication, en fait. C'est ça, et de bien communiquer en amont, parce que ce soit Super Meeple ou Altered, on a pu communiquer avec eux après, et on a eu des réponses à nos questions, et c'était possible d'avoir une communication saine et intelligente. Mais en fait, c'est le en amont. C'est que il a fallu aller chercher des réponses, essayer de comprendre, et du coup, c'est dommage de ne pas communiquer comme ça avant les réseaux ou avant les joueurs, avec tes partenaires commerciaux quand même. Très bien. On va continuer sur toujours des sujets joyeux, dis donc. C'est vraiment... quel bilan. Avec tout ça, après, on a vraiment envie de continuer en 2026. Faut qu'on soit vraiment optimiste. On va parler C'est le podcast de l'humour. Ah non, mais franchement, c'est déprimeland aujourd'hui. On va parler des fermetures, des liquidations, des difficultés financières en tout genre. J'ai l'impression qu'on est en 1929, là, presque, tu vois. C'est un peu ça. Alors, on a eu l'annonce de Jeux au plat qui faisait état de ses difficultés financières et qui expliquait qu'une solution qu'il proposait, c'était de faire un financement participatif ou qui était plutôt une sorte de vente. J'ai l'impression qu'il vendait plutôt, si j'ai bien compris, notamment des illustrations, des choses comme ça, pour finalement faire une sorte de levée de fonds qui n'en est pas une, puisqu'on ne sait pas comme si on devenait actionnaire de Jeux au plat. On a l'annonce de Ludonote qui ont annoncé en fait que là ils avaient vendu toute leur catalogue et qu'ils allaient arrêter. Alors il y avait d'autres arguments qui étaient, on pourra en discuter sur le sujet, d'autres arguments qui étaient dans ce marché qui évolue, qui se transforme, où qui pousse à la surconsommation avec des conditions de production qui sont pas toujours très écologiques. On n'a plus envie de participer à tout ça, on arrête. On a appris aussi récemment que Black Book Edition était en redressement judiciaire. Donc, redressement judiciaire, c'est une phase en fait dans laquelle on considère qu'il y a des difficultés financières dans une entreprise et on met un peu tout entre parenthèses pour faire une période d'observation, éventuellement de réétaler. Souvent, on réétale les dettes, on suspend le paiement de pour certains créanciers. Et on nomme quelqu'un qui va venir faire une sorte d'audit et voir si c'est viable ou pas de continuer. Donc c'est pas du tout la fin, hein, c'est pas du tout la faillite. Hein.
C'est vraiment une phase d'observation dont, en général, le but est plutôt, au contraire, de donner les moyens à l'entreprise de continuer par ailleurs. On a entendu pas mal aussi d'annonces de fermeture de boutiques un peu partout, donc plutôt dans les petites structures. Même chez les influenceurs, on a vu des tentatives de financement par des campagnes aussi, un peu de financement participatif, ou en tout cas de nouvelles façons de récupérer des fonds pour ceux qui, dans le milieu, alors je sais pas si on peut dans les milieux des médias ludiques, en vivent et qui ont donc aussi besoin d'être financés. Je sais pas si, déjà d'un point de vue boutique, le fait que tu aies des éditeurs comme ça qui sont en forte difficulté ou qui annoncent qu'ils arrêtent, comment toi tu le perçois, toi, d'un point de vue boutique? Alors nous, sur Hopla, on était particulièrement attristés d'apprendre ça parce que leur démarche derrière, on aime particulièrement. Le fait de faire des jeux justement en France, avec toujours une thématique et un gameplay qui est en lien avec le thème. Enfin, c'est vraiment un éditeur qu'on aime beaucoup, et même dans leur manière de faire le financement, ils ont pas voulu vendre justement eux de jeux en direct. Ils ont voulu vraiment vendre autre chose pour ne pas prendre des ventes aux boutiques qui, comme ils le disent, sont leurs premiers partenaires. Donc on était quand même assez triste de voir ça. On a quelques personnes quand même qui ont vu passer ça sur les réseaux sociaux et qui sont venues nous acheter des jeux Hopla pour les soutenir. Après, il y a tellement de jeux différents en boutique que c'est triste à dire, mais s'il y a 1 ou 2 éditeurs qui arrêtent, on le sentira pas. Enfin, ça donne bien sûr un sentiment que le marché devient compliqué et que on a un petit peu peur, surtout qu'il reste que les gros éditeurs. Et que les petits éditeurs indépendants n'aient plus les moyens contre les gros. Surtout qu'on a un peu une tendance en ce moment de jeux qui sont vraiment à des prix vraiment extrêmement bas. Il y a vraiment des jeux, par exemple, je vois du Leaders ou des jeux comme ça où quand on voit qu'ils sortent à 25 €, on se dit ok, on voit qu'il y a un gros c'est pas un petit éditeur du coin qui derrière peut, qui est capable de faire ça. Et c'est Studio H, un leader. Voilà, c'est ça, c'est Studio H. Donc c'est Hachette derrière. Voilà, donc ils ont les reins solides. Et voilà, on a juste peur que ça fasse qu'au bout d'un moment il y ait une pluralité comme ça qui disparaisse et qu'il y ait plus de petits éditeurs avec des valeurs justement comme Hopla. Et ça, je trouvais ça dommage. Voilà, que ce soit un peu listé. Voilà. Toi, Michel, notamment aussi sur les arguments qui étaient avancés par Ludonote sur le fait qu'ils arrêtaient leur activité. Je pense que Ludonote, il y a deux paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a d'une part une variable personnelle et individuelle qu'on m'a confirmée par différents canaux. Mais je peux comprendre qu'à un moment... T'en es marre, quoi. On n'ait plus envie de s'investir là-dedans, ou que la structure du marché, que la structure de l'activité ne corresponde plus du tout à ce que vous avez envie de faire. Et puis, je pense qu'il y a aussi une analyse du marché qui est de se dire, aujourd'hui, on doit se positionner. Est-ce que on devient cet éditeur qui sort 1 jeu, 2 jeux par an max, et qui doit se garantir un succès qui va rembourser et payer toute la structure? Auquel cas, on le voit dans les configurations des paniers, il faut des petits jeux rapides qui peuvent être disponibles sur tous les réseaux très vite, ce genre de choses. Ou au contraire, est-ce qu'on doit inonder le marché en espérant qu'un jeu rembourse les autres? On en a discuté en début de podcast. Et on voit bien que Ludonote, c'était pas du tout sa stratégie non plus, qu'il y a aussi une envie d'être plus éthique. Voilà, donc ça me semble naturel. Ce qui me dérange plus, c'est l'épisode Hopla, où là, il est définitivement clair aujourd'hui que on ne vend plus une démarche. On vend des jeux. Et vous aurez beau dire aux acheteurs, alors Anso pourra confirmer ou infirmer, vous aurez beau dire en boutique, mais c'est créé en France, mais c'est fait de façon équitable, mais il y a 1 € qui va à une association, mais ceci, mais cela. J'ai franchement pas l'impression, hormis certaines grosses opérations, type, livre de Noël avec des stars de la littérature ou des trucs comme ça. En dehors de ça, l'acheteur, la dimension éthique, la dimension écologique et autres, il s'en fout un peu.
Non, il y en a vraiment que quelques-uns que ça touche, mais c'est pas ça qui fait que les gens vont partir sur ce jeu-là plutôt qu'un autre. Et c'est dommage. Je pense que la com habituelle dont on parlait tout à l'heure est beaucoup plus efficace en réalité que ces arguments-là qui peuvent être entendus, mais qui ne font pas, je pense la différence en fait sur les achats, quoi. Oui, voilà. Et puis, je pense qu'un jeu comme Cosmopolite, qui est un jeu exceptionnel, qui a encore reçu des prix récemment, qui a un contenu qui s'appuie sur des recherches, sur des chercheurs, sur des labos de recherche et tout. La question de l'acheteur, ça va être il coûte combien, ça se joue à combien, il faut être beaucoup, je sais pas. En plus, on doit utiliser un smartphone, une appli, j'ai pas envie. Enfin, voilà. Et c'est d'abord et avant tout ces paramètres-là qui vont primer dans l'acte d'achat. Et je comprends, et j'en suis triste. Mais je comprends que effectivement, l'éditeur, pour survivre, doivent passer par une forme de financement participatif. Mais de nouveau, là aussi, et c'est tout à l'honneur de Plage, j'ai bien aimé la forme, comme l'évoquait Anso, de dire on va pas se mettre à mal avec les boutiques. Au contraire, si vous voulez nous soutenir, première chose à faire, allez en boutique, achetez nos jeux, et puis le financement peut nous aider directement aussi. Quant aux médias ludiques, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a besoin des médias ludiques. Ils n'existent pas vraiment. Toutes les initiatives sont bonnes à condition qu'elles soient gratuites. Et dès qu'il faut payer, il n'y a plus personne. Ou alors, très très peu. Après, je pense que malheureusement, là, on est dans cette évolution où on est venu du monde de trick-track qui était dominant sur le marché, qui pouvait peut-être imposer ses tarifs, mais qui restait quand même dans une dimension très bande de potes. Communautaire. Ouais, communautaire, à quelque chose de beaucoup plus large, mais en restant dans des tarifs qui sont des tarifs bande de potes. Et aujourd'hui, si j'étais éditeur, c'est vrai que je me poserais cette question, est-ce qu'il n'est pas mieux à un moment ou à un autre de faire un gros coup, de payer cher un influenceur très présent sur les différentes formes de réseau, comme Asmodée l'a fait récemment avec le joueur du grenier, par exemple, en sachant très bien que par rapport à l'audience touchée, il y a peut-être 1% des gens qui vont réagir. 1% sur 10 000, 50 000, c'est important. Là où, en mettant des petites sommes pour garantir à mon core business d'être quand même rassuré en allant sur telle ou telle chaîne, en voyant First Player, en voyant un monde de jeu, en voyant Penelope, en voyant Maxildan, ça me rassure. Enfin, je ne sais pas, il faut probablement panacher le tout, mais on reste dans des tarifs qui sont des tarifs de survie pour les chaînes, mais qui sont pas de vrais tarifs. Hein. Bien sûr. Après, alors, moi, c'est là que je vous avoue que je vais faire, une fois n'est pas coutume, l'abominable capitaliste. Mais moi, je suis un peu plus critique, sur toutes cette découverte de difficultés. En fait, j'avoue que j'ai trouvé que certains des commentaires, quand on a eu les annonces, que ce soit de Geoplot ou de Ludonote, ou principalement, c'est ça que j'ai vu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réactions qui étaient assez... soit les gens sont parfois hors sol, soit sont très hypocrites, mais déjà la première des choses, c'est effectivement si tu veux soutenir les jeux au plat, déjà achète leurs jeux, principalement. Je pense que si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, c'est la première chose à faire, plutôt que d'aller dans des opérations de financement de autre chose qui sont pour moi des opérations ultra ponctuelles et qui ne résolvent, dont j'ai du mal à croire qu'elles résoudront un problème qui à mon avis est plus structurel. Par ailleurs, ça je le dis, je pourrais m'en expliquer beaucoup plus longuement, mais je suis toujours embêtée qu'une entreprise commerciale fasse appel à la générosité. C'est vraiment quelque chose je peux comprendre qu'une association fasse appel à la générosité du public, ou une entreprise qui aurait une structure type coopérative, etc. Quand on a une forme commerciale, pour moi, c'est vraiment antinomique et c'est très problématique. Et je ne suis pas du tout, à titre perso, moi, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est impossible. C'est une limite que j'arrive pas à franchir.
Et en fait, pareil, sur les posts de Ludonote, il y avait quand même des personnes qui avaient des façons de réagir assez, en gros, je dis pas qu'elles se réjouissaient, mais j'ai lu quelques commentaires qui laissaient penser, finalement, ça fera plus de place pour les autres. Donc, j'ai trouvé tout ça assez gênant. Les mélanges d'hypocrisie, de naïveté, on est dans une économie, le secteur du jeu, il appartient à une économie capitaliste. Dans l'économie capitaliste, ça tend toujours, on tend toujours vers, on a beau nous parler de l'offre et de la demande, de la liberté du marché de concurrence, etc. En réalité, on s'aperçoit que les cycles, ils tendent vers des créations de monopoles ou quasi-monopoles. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Et c'est pas pour rien, on disait d'un côté, on a Asmodée, Hachette, et je pense que ce duel-là, il va s'accentuer parce que le cycle fait que ça va devenir de plus en plus difficile. Alors, je dis pas que je veux que les petits éditeurs meurent, c'est pas du tout ce que j'entends par là, mais c'est que c'est inévitable et que à partir du moment où on est dans ce système-là, c'est presque inéluctable et que la seule solution pour proposer autre chose, en fait, c'est dans un secteur du jeu qui se professionnalise et qui va jouer dans la cour des grands et qui est plus dans ce petit milieu un peu communautaire et un peu préservé. On peut plus garder les façons de faire, en fait. Si tu veux survivre, tu peux pas garder ces façons de faire, quoi. Voilà, je suis un peu dur, je sais. Oui, mais je pense qu'il faut se méfier de ce que tu évoquais, à savoir regarder les commentaires sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux restent le café du commerce. Ah oui. Et le monde du jeu conserve cette dimension de on est une bande de potes. Totalement, qui est complètement dépassé pour moi aujourd'hui. Hein. Voilà, tu irais voir le marché de l'automobile, il doit probablement y avoir un secteur que je connais un peu aussi. Des pages sur les réseaux sociaux de fans de Volkswagen, Opel, Mercedes, BMW, enfin je ne sais pas, Fiat, Renault, que sais-je. Et les mecs vont peut-être se déchaîner quand un modèle est abandonné, ou truc comme ça. Mais ça reste tellement marginal qu'ici on a l'impression que c'est important alors que c'est pas du tout. Au final, c'est pas le cas. Mais je trouve que dans le secteur du jeu, on est encore dans cet esprit-là qu'on a un véritable pouvoir en tant que joueur et joueuse, et je pense que c'est totalement irréaliste de croire ça encore aujourd'hui, en fait. Je pense que ce petit pouvoir qu'on pouvait ressentir à une époque, comme tu disais, où il y avait en gros, on était dans un petit cercle, il va tendre à disparaître, et c'est des réalités économiques beaucoup plus violentes qui vont s'appliquer. Je dis pas que je m'en félicite, pas du tout. Mais après, je dis que si on a une analyse assez froide, malheureusement, il n'y a pas d'autre constat possible. Et je suis pas persuadée que des solutions, un peu mettre des pansements sur tu vois, c'est un peu comme de mettre un pansement sur une jambe de bois. Bon, je pense pas que c'est ça qui va changer. Et ensuite, sur Ludonote aussi, je pense qu'ils peuvent se permettre aussi d'avoir ce discours parce que ils ont très bien vendu, je pense, leur grosse IP qui était Colt Express. Et voilà, ça permet aussi de partir avec l'esprit plus apaisé, j'imagine, que si c'est pas le cas, quoi. Oui, je ferais juste un parallèle avec les boutiques aussi. Nous, tu sens d'ailleurs pareil qu'il y a justement les GSS et même maintenant les GSA, donc les grandes surfaces alimentaires qui commencent à vendre à fond du jeu de société, mais pas du jeu de société qu'on trouvait avant dans les grandes surfaces comme ça. Vraiment des jeux de société même pointus, tu vois, du Ark Nova ou que tu peux trouver maintenant. Et voilà, je sais que nous, en tant que petite boutique spé, on en parle tous et c'est vrai qu'on se dit qu'on est les irréductibles encore en France à avoir des boutiques spécialisées et que malheureusement, si ça continue comme ça, peut-être que ça fera comme dans d'autres pays où les jeux de société, tu les trouves plus que dans des grandes surfaces ou sur Internet et qu'on aura plus cette petite particularité française. Pareil, j'espère que ça perdurera comme les petits éditeurs, mais avec le marché qui évolue... Et est-ce que tu as le sentiment que les distributeurs... moi, je me suis toujours posé la question de savoir s'ils ont pas parfois pas un double langage, mais parce que ils sont en vitrine, on dit toujours qu'on soutient les boutiques, etc. Mais est-ce que eux aussi, leur intérêt économique, il est pas finalement de traiter avec des grandes surfaces spécialisées ou alimentaires, comme tu le disais, parce que finalement, c'est aussi moins de coûts peut-être pour eux après à gérer. Et que donc... ils sont entre leurs actes et leurs discours, il y a peut-être un décalage. Bien sûr, c'est forcément beaucoup plus simple pour eux de faire une vente dans une grosse centrale d'achat qui après est dispatchée que de faire 500 envois à 500 boutiques différentes.
Et donc forcément, ces boutiques, enfin ces centrales d'achat, en plus, elles ont beaucoup plus de poids et d'impact pour négocier des prix que nous, on ne peut pas faire. Forcément, c'est plus intéressant de faire une seule vente que 500. Alors tu sens effectivement, il y a un peu un double discours. Alors chez certains, tu sens quand même qu'ils font attention à ce qu'il n'y ait pas des prix qui soient pratiqués n'importe comment dans certaines grandes surfaces, mais voilà, d'autres distributeurs, voilà, c'est la loi du marché, c'est comme ça. Donc forcément, je peux comprendre qu'économiquement pour eux, ça soit plus intéressant. Mais je pense que si jamais il y a plus ces petites boutiques spé, encore une fois, ça touchera pas le même public. Enfin, nous, on voit, on a à côté de chez nous, on a un espace culturel, on a ce genre de boutiques qui en plus maintenant ont quand même des rayons jeux qui se sont étoffés. C'est pas forcément la même clientèle qui va là-bas. Eux, ils vont acheter un CD ou un livre et puis ils vont passer devant le rayon jeux de société. Ils vont acheter un Skyjo. Mais les gens qui viennent en boutique spé, ils ont une démarche différente. Ils veulent en apprendre un peu plus sur les jeux. Et justement, c'est ça qui fait que les gens vont évoluer, quoi. Ils veulent du conseil. Et ils veulent du conseil, bien sûr. Et ils veulent du conseil aussi. La première chose qui viennent en boutique, c'est pour être conseillés. Mais est-ce que toi, tu as le sentiment toujours que les distributeurs sont vraiment en soutien ou... Certains plus que d'autres. C'est vrai que quand on voit certaines offres sur Internet, parfois on se pose la question de mais à combien ils ont touché ce jeu. Quand on voit que nous, on voit notre prix d'achat et on voit à combien ils le mettent, on se dit mais c'est pas possible. On voit bien qu'on n'a pas les mêmes conditions commerciales. Et ce qui est important, c'est que c'est pas, c'est que en fait, il y a un prix de vente qui est conseillé. Et ensuite, on a des remises, et des remises différentes selon les structures. Et j'imagine forcément qu'un Cultura ou une Fnac aura beaucoup plus d'impact pour négocier une grosse remise que nous. Donc vraiment, nous, la seule façon dont on a pour se démarquer, c'est de conseiller les gens, de connaître nos clients et de connaître nos jeux et de transmettre notre passion. Je pense que la structure à la française, avec tous les types de points de vente, fait qu'aujourd'hui, la France, en tout cas l'espace francophone, est le premier marché. On voit bien dans les rapports d'activité d'Asmodée Monde qu'une des missions des années à venir est de reconquérir un marché américain, justement, dans lesquels il n'y a plus vraiment de points de vente et que la mainmise est laissée aux grosses surfaces, type Walmart. Voilà. La mainmise est laissée à Walmart avec, par exemple, un Flip 7 spécial Grinch pour Noël, exclusivement chez Walmart, ou ce genre de choses. Donc, alors, de nouveau, comparaison n'est pas raison, puisque les librairies sont protégées par la loi Langue de 81, mais on voit bien que les stratégies Hachette sont de toujours ménager la chèvre et le chou, que le réseau libraire est important, mais que le réseau GSS est important, que le réseau GSA est important, et lentement mais sûrement, on voit que le marché va se structurer, et le jeu risque de passer par là. Il va y avoir des jeux pour les KS, pour le financement participatif, il va y avoir des jeux pour le spécialisé, il va y avoir des jeux pour la GSS, des jeux pour la GSA, voire peut-être la création d'une chronologie de médias. C'est un truc qui n'existe pas dans le monde du jeu et qui peut exister ailleurs. Donc vous avez le livre grand format puis le poche, et on voit bien que ce sont des lieux de vente très différents, le fond et la nouveauté. Et pour l'instant, le jeu, c'est un peu... Tout le monde a un peu accès à tout en même temps et on voit ce qui marche pas. Et voilà, mais je pense qu'à moyen terme, voire même court terme, l'intérêt pour les structures de diffusion, ça va être d'avoir toute une série de spécificités pour vraiment couvrir en permanence un maximum d'acheteurs potentiels et que, certes, le Flip 7, je n'irai pas l'acheter chez Anso, mais je le prendrai chez Carrefour ou que sais-je, parce qu'il sera en grande surface alimentaire. Mais par contre, tel autre type de jeu, je vais le voir en vitrine et ça va m'intéresser, donc j'irai chez un ludicaire. Probablement les offres seront différentes. Ça va à mon avis, ça va se structurer assez vite comme ça. En fait, toujours dans le prolongement de nos discussions, j'avais commencé à me dire que ce serait pas mal de refaire un petit récap ou peut-être une cartographie à qui appartiennent les éditeurs francophones, parce qu'en fait, je sais pas si on mesure encore bien combien on est passé d'entités qui étaient indépendantes et qui sont au contraire maintenant rattachées à des gros groupes. Donc bien sûr, on disait il y a Asmodée. Donc Asmodée, c'est Repos Prod, Next Move, Libellude, Space Cowboy, aussi Philibert. Et BGA.
Oui, et BGA, et je sais plus si Spaceco c'est une entité indépendante ou pas, ou si c'est juste une marque commerciale, mais tu vois, je sais pas si c'est une entité juridique indépendante ou pas. Je suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, c'est une marque, ça c'est sûr. Donc, et Asmodée, c'est aussi deux distributeurs, puisqu'il y a, que je dise pas de bêtises... Asmodée et Novalis. Asmodée et Novalis, exactement. On se rappelle que Asmodée a été entre guillemets a récupéré son autonomie, comme on a bien essayé de on nous l'a bien expliqué, pour dire qu'en fait ils ne sont plus filiales. En fait, on en avait parlé l'année dernière, hein, filiales c'est Embracer. Et ils ont été introduits en bourse sur le marché suédois en mars 2025, si je bonne mémoire. Donc ça, c'est vraiment à suivre, hein, ce qui va arriver du groupe Asmodée, les modifications de stratégie, puisque c'est ce qu'on se disait, hein, on va avoir de plus en plus de fait d'impact des variations du marché sur la structure du groupe. On a de l'autre côté Hachette Board Games, donc qui appartient au groupe Hachette, et on rappellera quand même à tout le monde que derrière Hachette, c'est Bolloré quand même. Voilà, c'est pas là. Si on voulait avoir des considérations éthiques, on pourrait aussi se poser des questions à chaque fois qu'on achète des jeux qui appartiennent à Hachette Board Games. On n'est pas fiers de ce breton. Voilà, non, clairement, je comprends. Donc, c'est Studio H, Funny Fox, Sorry We're French, Scorpion Masqué, Gigamic, qui est éditeur et distributeur, BlackRock, donc comme distributeur. Ils ont aussi racheté plus récemment Catch Up Games, la boîte de jeux. J'en oublie peut-être, mais j'ai en projet un jour de faire une très belle cartographie, voilà, de ça. C'est déjà énorme. Ouais. Ensuite, on a aussi Yellow, qui appartient désormais à Média Participation. On a Blue Orange. Alors, je pense que Blue Orange, ils sont encore indépendants. J'ai pas revérifié, mais il me semblait que j'avais pas en tête qu'ils avaient été revendus à un plus gros groupe. On a Lucky Duck qui a été vendu à Goliath en 2024. Ouais, Goliath, donc qui est un groupe à la base, c'est un groupe néerlandais qui a racheté aussi Endless Games, un éditeur américain qui fait plutôt des jeux d'ambiance. Ils ont aussi une distribution exclusive, hein, c'est pas un rachat, mais pour Funko. Et donc Lucky Duck qu'ils ont acheté en 2024. On a encore quelques indés. Alors, on a Matago qui est indépendant, mais qui est regroupé sous la bannière IPA. Un très joli nom, je trouve. Donc, qui regroupe plusieurs éditeurs indépendants, mais pas forcément francophones. On a Bombix, je pense, qui est toujours indépendant. Oui. On a Spiral aussi. J'en oublie plein parmi des plus petites structures. Bon, j'ai pas remis Ludonote, qui était indépendant, mais qui arrête. Franchement, j'aimerais bien faire une cartographie, tu sais, qu'on ferait en mise à jour tous les ans de tous les éditeurs un peu significatifs pour qu'on voit les évolutions aussi. Parce que je trouve que c'est pas mal de savoir qui est filiale de qui, parce que dans tous les autres secteurs, en réalité, souvent il y a beaucoup moins de gros groupes qu'on ne le pense, et en fait ils ont juste plein de secteurs d'activité. Je voudrais juste revenir sur, tu as dit Yellow Média Participation. Je pense que les gens ne voient pas ce qu'est Média Participation. Donc, quelques noms comme ça au hasard, hein. Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Cana, Urban Comics, Black & Mortimer, Spirou, Fluide Glacial, Le Seuil, La Martinière, Les Guides Michelin, Famille Chrétienne, Ellipse Animation, Microïd, enfin, voilà, c'est pas juste... C'est pas un tout petit groupe comme ça, hein, clairement. Hein. C'est sûr. C'est pas un petit groupe comme ça, et c'est un groupe qui a aussi des organes de diffusion vers... les librairies, la GSS, la GSA, les marchés spécialisés et tout. Hein, donc ça veut dire aussi que ça leur donne tout aussi... en principe, l'idée, c'est aussi de profiter des synergies, comme pour Hachette, hein, de profiter des synergies à terme, on imagine, de distribution, de méthodes commerciales, etc. Oui, mais aussi des synergies de fab. Quand vous appelez Hachette et que vous achetez du papier, c'est pas le même prix que quand les jeux hop là achètent du papier et du carton. Hein. Ça, c'est certain. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai du monde devant la boutique et on ouvre dans quelques minutes. Eh bien, oui, bonne vente. Voilà, donc... Ouais, écoute, on te souhaite plein, parce que là, on est juste avant Noël, donc beaucoup de courage pour cette période marathon, Anso, et merci beaucoup de t'être rendu disponible pour discuter avec nous. Merci 1000 fois. Merci à vous, c'était très cool. Et je vais continuer seulement en compagnie de Michel. Oula. Donc c'est maintenant qu'on parle TVA. Allez. C'est parti. Donc en fait, on voit tous ces groupes qui ça se faire. On voit bien que le marché se structure et puis c'est pas. Je pense qu'on en a encore pour un certain temps
Enfin, de voir des mouvements, des rapprochements, des achats, etc. Et aussi de voir ce que ça donne, parce que quand les fondateurs souvent restent pendant 2-3 ans pour continuer, en fait, pour pas se faire la transition, et ensuite ce que vont devenir les structures quand les fondateurs quittent définitivement la société qu'ils ont vendue, quoi. On parle de Cool Mini or Not. On peut, moi j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que... Que ça va pas bien. Voilà, que ça va pas bien et que toutes les grosses marques ont été revendues à d'autres. Ouais. Donc alors on rappelle que Cool Mini or Not, c'est une société qui est cotée à la bourse de Hong Kong. Et donc je pense qu'on en avait déjà parlé, ils ont des difficultés financières déjà depuis un petit bout de temps, à tel point qu'ils n'ont pas publié, donc en 2025, ils n'ont pas publié leur compte 2024. Alors sous des explications assez un peu rocambolesques et pas très sérieuses quand on lit ça. Et ce qui a quand même conduit à la suspension de la cotation de leur action. Je pense que c'était pour éviter que ça s'effondre purement et simplement. Il y avait eu une augmentation de capital en avril 2024 pour un montant de plus d'$1 million. Mais au final, donc il y avait quand ils font l'augmentation de capital, il y a eu un appel à la souscription d'actions. Sauf qu'au final, les fonds n'ont jamais été reçus des souscripteurs, donc c'est complètement tombé à l'eau. Au premier semestre 2025, ils annonçaient une perte de $8 millions. Et sachant qu'ils ont encore pour $25 millions de campagne Kickstarter à livrer. Donc c'est pas extraordinaire. Et ils ont fait des erreurs aussi stratégiques. Enfin, ils ont quitté Kickstarter pour GameFound en 2024 et ça aurait conduit à une perte d'environ 25% des volumes de vente. Comme tu l'as dit, ils vendent tout ce qu'ils peuvent vendre et pour apurer les pertes. Donc ils ont vendu beaucoup à Asmodée. Qu'est-ce qu'on avait dit qui avait été vendu à Asmodée, Michel? C'était Zombicide et Cthulhu Death Medaille. Ouais, c'est ça, Zombicide, donc qui est quand même, je pense, leur plus grosse licence. Ils ont vendu à Tycoon la trilogie des dieux, donc les jeux de Eric Lang, c'est-à-dire Blood Rage, Rising Sun et puis Ankh. Ils ont même vendu leurs locaux. Donc ils étaient propriétaires de leurs locaux et ils les ont vendus. Donc on sent que tout doit disparaître. Alors quand même, on peut se poser la question parce que je crois qu'ils avaient expliqué un peu les sources de leurs difficultés. Ils étaient beaucoup sur des problèmes conjoncturels, mais ça paraît quand même improbable que ce soit uniquement des problèmes conjoncturels qui expliquent cette descente aux enfers. Je sais pas si c'est lié à une remise en question. Enfin, est-ce que c'est lié à leur modèle Kickstarter qui était beaucoup trop présent? Est-ce qu'ils étaient trop dépendants à Zombicide et qu'à partir du moment où Zombicide ça perd un peu de vitesse, ils ont pas les reins assez solides pour tenir le choc? Est-ce qu'ils ont fait des mauvais choix stratégiques? Je ne sais pas. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a forcément des mauvais choix stratégiques dans l'ensemble de cette dégringolade. J'avoue que c'est un dossier que je maîtrise pas du tout. Ce que j'ai entendu, on sent qu'il y a des problèmes internes de gestion, on sent qu'il y a toujours ce fantasme de la grenouille qui se prend pour un bœuf. On sent qu'il y a une crise du financement participatif, ou en tout cas une réorganisation du financement participatif dans le comportement des acheteurs. Il y a une panique aussi, puisqu'il y a eu quelques projets plantés ici et là et que apparemment tout ça impacte quand même globalement même les autres acteurs du financement participatif. C'est peut-être ça qu'ils appellent conjoncturel. On a quand même extérieurement un petit peu l'impression que Zombicide a été la vache à lait et qu'on s'est amusé à la traire plus que de raison en sortant des extensions, des machins, des trucs. Voilà. Ça, on pourrait en parler un jour de ces tendances qu'ont les éditeurs à faire de l'essorage de licences jusqu'au moment où il n'y a plus de couleur en fait sur ce qu'ils essorent. Mais bon. Et Zombicide reste un jeu cher, donc j'ai aussi l'impression probablement tu essors ta licence, mais c'est pas pour ça que les gens vont suivre en collectionnant. Ils vont se caler sur Zombicide médiéval, Zombicide moderne, enfin, ou ce genre de choses. Je pense que c'est très, très difficile de se dire j'ai tout collectionné. Bon. Voilà. Alors, il y a peut-être eu des produits que j'ai pas vu passer, donc qui auraient été ratés. Enfin, mais j'ai quand même dans l'absolu plutôt l'impression que si on enlève la variable erreur de gestion, problèmes internes, mégalomanie peut-être, ou ce genre de choses, reste quand même le constat qu'aujourd'hui, le financement participatif est quelque chose qui s'est redéfini très largement et de façon quand même assez drastique au cours des derniers mois, voire des dernières années.
avec du financement participatif pour du produit upgradé de vieilles licences, mais du Ark Nova hors de prix juste parce qu'il y a des figurines d'animaux, des trucs comme ça, Château de Bourgogne et compagnie, ou alors des projets soutenus vraiment très 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 âprement par les créateurs. Je pense au projet de Monolith où on les voit quasiment tous les jours au turbin à défendre le projet et tout. Donc voilà, donc il y a certainement un core business d'acheteurs sur les financements participatifs. Et j'ai l'impression que ce core business-là est prêt à casser sa tirelire encore plus que jamais, mais qu'en même temps, du fait de casser sa tirelire, tu montes sur moins de projets, et en montant sur moins de projets, les trucs qui te semblent être la troisième ressucée d'un truc déjà connu et autres, tu vas peut-être pas suivre. Enfin, c'est une analyse très lointaine en écoutant Fred Henry, en regardant les analyses d'autres. Après, il faudrait peut-être se pencher sur des chiffres très précis. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir un peu pour le cas de Cool Mini Note, tu vois, d'avoir leur rapport financier sur les 3-4 dernières années pour voir en fait comment ça l'évolution et si elle était entre guillemets prévisible, même si je pense on n'arrive jamais à prévoir des trucs aussi violents. Moi, c'est vraiment que du feeling, mais effectivement, j'ai l'impression qu'à un moment, quand tu disais la grenouille qui s'est vue plus grosse que le bœuf. J'ai un peu l'impression qu'il y a ça, c'est-à-dire que en fait, tu faut toujours que, ok, tu peux avoir une forte croissance, tu peux avoir des bons, mais tout doit se faire par étapes, par paliers pour consolider ta progression. Et il y a rien de pire que de monter très vite parce que, en fait, si derrière tout l'infrastructure dans ton entreprise suit pas, si tu stabilises pas, si t'es pas capable ensuite de mettre en place les moyens d'amortir en cas de rechute. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Ça a été trop d'un coup et de fait avec aucun filet de sécurité en cas de moins bien quoi, et que c'est toujours le risque quand tu as une très forte croissance d'un coup et que tu te penses un peu arriver trop vite quoi. Ce serait à voir. J'avoue que j'ai pas eu le courage d'aller chercher faire des heures et des heures de recherche, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir les rapports financiers depuis le post-Covid pour voir un peu leur évolution, quoi. On revient aussi sur le fait que, alors même si Anso n'est plus là, avant de lancer l'enregistrement, on discutait entre autres de la licence Zombicide et Cthulhu Death Medaille, et elle nous disait, les jeux sont revenus en magasin. Ça veut aussi dire qu'à un moment, Simone était dans son vase clos de système de vente et a oublié peut-être le réseau de terrain. Et on revient aux discussions qu'on a eues précédemment sur Super Meeple, sur Altred et autres, de cette capacité à pouvoir jongler et communiquer avec les différents niveaux du réseau pour que la licence continue à vivre, que mine de rien, à la marge, on continue à vendre du produit, que ça permette d'exister. Oui, surtout que, comme tu le dis, c'est des jeux qui sont chers. Donc, pour les personnes qui vont prendre s'il n'y a pas de conseils, en dehors des gens qui vont être vraiment sur Kickstarter et polarisés sur les campagnes parce que c'est des personnes qui sont ultra investies là-dedans et si tu veux toucher des nouvelles personnes, il faut que tu aies un moment derrière, comme tu dis, le terrain qui relaie et qui donne envie d'investir dans un jeu. Enfin, je crois que les dernières boîtes de Cthulhu Death Medaille qui sont sorties en boutique, elles étaient à des prix ultra élevés. C'est pas, tu fous pas, je crois que c'était à 120 €, tu mets pas 120 € comme ça, si t'as jamais entendu parler du jeu, si t'as personne qui te le conseille, etc., quoi. Pour rester sur une dimension j'avoue que moi, en tant qu'utilisateur, je suis toujours un peu gêné avec les projets de type financement participatif, parce qu'il y a énormément de com au moment où il faut aller trouver les backers, chercher l'argent et lancer le projet. Mais une fois que le jeu arrive, il n'y a plus personne. Et je trouve ça toujours très perturbant, parce que c'est peut-être le moment où moi, j'aurais envie, justement, qu'on me parle du jeu. Maintenant que le jeu existe... Tu vas enfin pouvoir y jouer. Voilà, que les règles existent vraiment, que c'est du matériel réel. Et sur des licences comme Zombicide ou Cthulhu Death Medaille, j'avoue, j'avais l'impression que quand on communiquait sur ces licences, c'était juste pour dire revenez mettre quelques dollars dans la machine, mais ça ne me parlait pas à moi, joueur externe, en me disant tiens,
c'est peut-être l'occasion de découvrir la licence. Ouais, moi je peux pas parler pour Zombicide, mais c'est vrai que Cthulhu Death May Die, finalement, c'est pas moi c'est une licence que j'adore, comme tout le monde le sait. Je pense que les gens qui écoutent le podcast même en peuvent plus de m'entendre parler de ce jeu, mais clairement je ne vois très rarement de contenu sur le jeu, contenu entre guillemets officiel, enfin tu vois, où ça va être un post mais noyé parmi plein de trucs, alors que c'est un jeu pour moi qui a beaucoup plus de potentiel en termes de communication, ne serait-ce que par ses auteurs, les qualités du jeu, etc. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'investissement, parce que quand tu le fais essayer aux gens, c'est quand même un jeu où moi j'ai eu beaucoup de personnes qui, après y avoir joué, l'ont acheté en connaissance de cause, mais aussi avec le prix c'est quand même un sacré investissement. Donc, comme quoi, il y a vraiment, je pense qu'il y a effectivement de la com à faire sur ce genre de produit. Une fois on a fini les parties financement, le moment où le jeu il est effectivement disponible et que les gens peuvent enfin y jouer, c'est pas mal d'aller communiquer pour aussi aller chercher d'autres personnes qui ne seraient pas intéressées par les financements. Moi, j'ai l'impression que le jeu est tant que le jeu est un projet, il existe, mais quand le jeu est réel, on est déjà passé au projet suivant. Que cette logique comme ça de course en avant fait que le jeu lui-même n'existe plus en tant que tel. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est assez juste. On finit par un truc plus rigolo. Allez, on va parler de l'affiche du Fige 2026. Ah oui, soyons fous. Donc oui, l'affiche du Fige 2026, elle a été révélée il y a peut-être c'était avant la mise en vente des places, donc ça devait être peut-être septembre, je ne sais plus. Typiquement à la rentrée. Voilà, au doigt mouillé à la rentrée. Et là, il y a eu beaucoup aussi d'étonnement sur ces fameux réseaux sociaux. Il s'en passe des choses, dis donc, puisque on a eu tout de suite des commentaires disant que l'affiche avait été faite par intelligence artificielle. On a eu une première réponse expliquant que c'était plutôt non, ça avait été bien conçu par un cabinet de com, mais que c'était une conception hybride, donc mi-humaine, mi-artificielle, on ne sait pas trop. Il y a eu quand même beaucoup de personnes qui s'en sont émues. On sait que l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde du jeu est toujours est particulièrement sensible, et que c'est pas la première fois que des affiches de festivals se font un peu mettre à l'index parce que usage de l'IA. La copie a été revue, il y a une nouvelle affiche qui a été proposée. J'ai pas eu le sentiment que les gens étaient beaucoup plus satisfaits. C'était assez drôle, pas dans le sens que je me suis bidonnée, mais j'étais plus interloquée sur le point de savoir si on avait bien conscience de comment l'affiche du Fige devait être faite. Il est évident que, on rappelle que le festival des jeux, il est réalisé par la ville de Cannes. Et donc, c'est pas l'équipe du festival en lui-même qui décide de l'affiche. C'est la ville de Cannes en réalité parce que ça relève de la com de la ville de Cannes. Et donc, eux se sont pas posé les questions métaphysiques de savoir si ça défrisait les joueurs et joueuses de jeux de société, qu'on utilise de l'IA ou pas, ou une forme hybride. C'est juste que c'est leur façon, probablement, ils ont pris l'agence de com avec laquelle ils travaillent habituellement, et ils n'ont pas dû mettre un cahier des charges particulier sur le sujet. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai toujours plus ou moins compris. Donc, je sais pas si toi, tu as plus d'infos ou pas. Bon, où est-ce que tu peux en parler, ça, voilà. Mais je pense qu'il faut pas se mettre en tête que c'est l'équipe du Fige précisément qui décide de ça en réalité. Je pense que ils sont tributaires de ce que de la façon de fonctionner de la ville de Cannes, qui a déjà un prestataire attitré. Alors, j'en sais pas beaucoup plus. Comment ? Mais toi qui es l'éminence grise du Fige. Non, absolument pas. Mais justement, donc, faut pas perdre de vue qu'il existe le Fige, mais qu'au-dessus du Fige, il y a le palais, qu'au-dessus du palais, il y a la ville de Cannes. Donc, dans ce contexte-là, on va pas demander aux jurés de l'As d'Or de donner leur avis sur une affiche, et c'est pas eux qui vont la faire. Et il y a des contrats avec des boîtes de com. Les boîtes de com vont travailler comme toutes les boîtes de com avec des mots-clés. Des mots-clés qu'ils vont analyser en fonction des demandes du client et en fonction de leur panel et de leur vision en tant que prestataire du travail. Et puis, ils vont réaliser le taf. La place de l'IA générative est effectivement un sujet très sensible.
Aujourd'hui, dans certains milieux, on fait signer des clauses spécifiques aux prestataires ou aux auteurs en disant vous n'utiliserez pas d'IA générative dans votre travail, il faut que ce soit du travail exclusivement humain ou autre. Voilà. Là, je connais pas le type de contrat qui unissent la ville, le palais, le prestataire. Que le monde du jeu, ou en tout cas que le monde du jeu qui s'exprime sur les réseaux ne se retrouve pas dans la fiche. En même temps, je dirais, c'est normal, puisqu'elle ne leur est pas destinée. Donc, si des prestataires et si les commanditaires considèrent que dans la ville de Cannes, ces affiches feront le boulot parce qu'ils correspondent à certaines contraintes couleurs, à certains mots-clés, à certains éléments qui doivent être mis en avant, moi ça me dérange pas, ça me va, et c'est comme ça que doit être fait le boulot. Donc, mais bon, ça n'enlève rien à tous les débats qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, 16 décembre, alors que nous enregistrons, on apprend que les éditions Harlequin sont en train de virer tous leurs traducteurs et que désormais les traductions des romans seront faites exclusivement via intelligence artificielle. Voilà. On a plein de sujets de cet ordre-là qui sont des vrais sujets d'inquiétude. On a aussi, c'était amusant de le constater, des études marketing qui sont sorties récemment sur est-ce que les publicités, alors soit type film, soit type image fixe faites par intelligence artificielle, sont plus ou moins performantes que celles faites par hybride, donc humain plus intelligence, ou par humain. Et on constate qu'il y a beaucoup plus de taux d'implication des futurs clients sur les produits faits exclusivement par intelligence artificielle. Le pire étant le modèle hybride. Et par contre, quand on leur dit la pub sur laquelle vous allez cliquer ou vous venez de cliquer est faite exclusivement par intelligence artificielle, donc pensée et réalisée par une IA, là par contre il y a un taux de désengagement très important. Même chose, si on propose une pub et qu'on dit cette pub a été faite par un humain et pensée par un humain, le taux d'engagement augmente. Mais si ces informations-là ne sont pas présentes, le classement c'est IA très très loin devant, humain, et puis alors le truc qui s'écrase c'est humain plus intelligence artificielle, c'est trop bancal. Donc voilà. Mais c'est amusant ce que tu dis sur ces taux d'engagement, des désengagement qui varient selon quand la personne a connaissance. Ça montre bien aussi en fait que ça repose beaucoup sur nos biais et pas sur des trucs instinctifs finalement. C'est un peu. Exactement. Je sais pas si c'est rassurant ou pas. C'est sur une forme d'intellectualisation et de biais de ce qui est bien, ce qui est pas bien, voilà, d'éthique et autres. Après, ce sont les premières études qui sortent, attendons de voir, mais effectivement, il y en a eu quelques-unes en cette période de Noël, entre autres du fait d'une publicité pour une grande surface alimentaire française qui a fait un dessin animé avec un loup, tout fait par humain. Alors que dans le même temps, des géants américains avaient fait des pubs exclusivement faites par IA. Et donc, il y a eu cette petite confrontation de savoir vers quoi devons-nous aller. Et donc, des études sont menées, ou en tout cas ont été publiées à cette occasion-là. Mais voilà, mais c'est intéressant. Après, c'est une affiche de festival. Cela dit, précédemment, on avait des affiches de festival faites par le neveu de l'organisateur qui était un apprenti dessinateur. Les perspectives étaient nulles et tout le monde critiquait aussi en disant « Oh là là, on pourrait respecter l'événement quand même ». Donc je pense que... Tu veux dire que les gens ne sont jamais contents? Non, je pense que quand on s'adresse à notre passion, on ne peut pas être content parce que ça ne va pas répondre à 100% de nos attentes, à nos envies. Et comme on n'a pas tous les mêmes attentes, voilà. De fait, on trouvera toujours difficilement quelque chose qui sera si fédérateur que ça. Voilà. Très bien. Mais le débat de l'IA dans le monde du jeu reste un vrai questionnement, hein, sur que ce soit, l'IA générative, mais que ce soit sur la traduction, sur les images, sur le testing des jeux eux-mêmes, les équilibrages des jeux, sur la rédaction de règles. Il y a énormément de débats qui sont des débats chauds et récurrents pour l'instant. Très bien. On a fait le tour des sujets qu'on s'était notés. Est-ce que tu veux
clore cette discussion. Et voilà, je sais pas si tu veux quelques derniers mots sur cette année 2025 qui, quand même, on l'a pas dit, un des événements marquants, c'est que t'es devenu membre du jury de l'As d'Or. J'ai oublié de le mettre. Oula. Ça, c'était la bonne nouvelle 2025. Ça, tu vois, on a trouvé un truc positif. Moi, j'étais très heureuse à titre personnel, en tout cas. Est-ce que c'est vraiment positif? Un peu de belgitude dans ce jury désespérément français. Oui, mais on rediscutera de ce qu'est un juré et de la vie d'un juré d'un prix tel que l'As d'Or. Ok. Alors ça, j'espère que j'aurai la primeur de cette confession. Confession intime. Ouais, confession intime. Voilà, quand tu pourras. Mais oui, bah c'est forcément hyper intéressant. De toute façon, moi, je suis très contente, en tout cas, à titre perso. Merci. Que tu sois juré. Et sache que jamais je ne critiquerai le choix du jury. Oui, alors souvenons-nous quand même, c'est 9 personnes. Hein, donc, je ne fais pas ce genre de choses. Ouais, exactement. Moi, je prends tout pour moi. Je suis belge, je suis vieux, je suis le dernier arrivé. Toutes les erreurs sont pour moi. Voilà. C'est ta triple, comment dire, t'as la triple. Voilà, mon triple boulet. Raison d'être le bouc émissaire du truc. Voilà. Prépare-toi quand les gens viendront râler sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi le jeu machin était en initié et pas en expert, ou plutôt le contraire. Pourquoi il est et puis pourquoi ils ont mis ce jeu, pourquoi, mais c'est nul, c'est que des cartes, ou c'est que ci, ou c'est que ça. Voilà, prépare-toi. Je suis prêt. Je te soutiens d'avance, mon ami. Bon, bah merci beaucoup Michel d'être venu pour parler un peu business avec moi. Ben, merci à toi. C'est toujours un tel plaisir de... On n'a pas parlé d'hygiène corporelle, je suis déçue. C'est pour la spéciale février. C'est le spécial février, voilà, tu me raconteras l'hygiène corporelle parmi les membres du jury. Ou pas, je ne sais pas. Ouais. Merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps pour ces discussions. Et voilà, j'étais ravie de pouvoir faire ce Business Game 2 avec toi. Donc forcément, tu es réembauché pour le 3. Et Anso. Ouais, et Anso, oui. J'aime beaucoup son éclairage, qui est toujours très pertinent. Merci beaucoup de ta recommandation, parce que c'était aussi super déjà de la rencontrer, enfin même si on ne s'est pas encore rencontré en vrai, et puis mais avoir l'occasion d'avoir cette discussion et cet éclairage qui effectivement est complémentaire à ce que nous on perçoit, qui n'est pas on n'est pas dans une boutique, donc on n'a pas non plus et on voit pas toutes leurs contraintes non plus pour discuter. Et ben on remercie les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Salut. Ciao. Cette émission, enregistrée à distance le 16 décembre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.